Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission du 4 octobre 2023. Bienvenue et aujourd'hui on se retrouve avec une map qui est plutôt dans le rouge, une map en daily. On voit beaucoup d'altcoins, hein. On voit pas le Bitcoin et le TH. Hier on a eu un petit dump, ce qui est assez normal après le gros pump qu'on avait eu sur les marchés durant, il me semble que c'était avant-hier. Au niveau des volumes, c'est ok, ça reste toujours quand même plutôt calme. Et les performances individuelles les plus puissantes, on va dire, c'est le BSV, qui avait pump fortement à la suite du faux tweet de Satoshi Nakamoto. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, un compte certifié nommé Satoshi Nakamoto a tweeté après 5 ans d'inactivité, donc pas mal de monde a cru que c'était le vrai Satoshi Nakamoto. Évidemment, c'est un faux, et on ne sait pas qui y a derrière, même si on pense que c'est Daniel Craig qui, euh, qui claimait, qui, en gros, depuis toujours, lui dit que c'est lui, c'est le vrai Satoshi Nakamoto. Mais nous, il ne faut qu'une seule preuve, c'est un mouvement sur les wallets de Satoshi, et il en a eu aucun. Donc évidemment, ce n'est pas lui, sinon il l'aurait fait. Et c'est la seule preuve qu'il a accepté pour prouver que quelqu'un est Satoshi Nakamoto, c'est de prouver qu'il a les clés privées des wallets dont on est sûr qu'ils appartiennent à Satoshi Nakamoto. Donc personnellement, et beaucoup pensent que c'est Alphine, Satoshi Nakamoto, qui était un des pionniers et un des CryptoFunks. Donc beaucoup pensent que c'est lui, mais il me semble qu'il est mort. Donc en vrai, ce serait la meilleure solution. Enfin, c'est horrible à dire, mais ce serait le meilleur scénario que Satoshi Nakamoto soit mort. Et comme ça, on soit sûr que son anonymat soit préservé à vie et que les bitcoins qu'il a sur tous ses wallets soient aussi, au final, perdus à vie. Donc bref, voilà, donc ça tout simplement pour l'anecdote sur la plus grosse performance. Sinon, les marchés sont dans le rouge. Surtout les marchés boursiers, on va voir, parce que le Dixie, le dollar, est super puissant en ce moment. On ira voir tout ça sur TradingView. Donc juste à l'encontre de la situation actuelle, on voit ici les performances monthly du Bitcoin, et on voit que septembre c'était un mois toujours qui a été dans le négatif. Ça a été la troisième fois ce mois-ci qu'il a été dans le positif. On voit que les deux dernières fois c'était 2015-2016, et à chaque fois que c'était en positif, on voit que le quatrième trimestre de l'année était quand même très très puissant pour le Bitcoin. Ça a toujours été, quand septembre a été positif, à chaque fois la fin de l'année a été très positive pour Bitcoin et pour les marchés en général. Donc ici, la suite logique serait de se dire, bah encore une fois, hein, le Bitcoin a fait des performances positives au mois de septembre, et il laisserait sous-entendre des bonnes performances durant cette fin d'année. Même si ça repose sur bien plus que seulement ça repose beaucoup sur la Fed et la macroéconomie. C'est ce qu'on ira voir. Un petit tour sur les news. On a hier le procès de SBF qui a commencé. Ça a commencé hier. Il y a le livre d'un auteur dont j'ai oublié le nom qui retrace toute la vie d'SBF. Donc évidemment la descente aux enfers. Et c'est quelqu'un qui a été en contact de SBF pas mal de fois. Il me semble une centaine ou 200 fois. Donc il le connaît. Il a fait un livre dessus. Il a sorti hier un peu symboliquement le jour du début de son procès. Et déjà en un jour, on a vu pas mal de choses. On a découvert pas mal de choses dont la proposition qu'il a faite à Donald Trump, ça on a vu il y a quelques jours. On a vu aussi la révélation aussi qu'il avait voulu racheter toute la dette des Bahamas à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc Bahamas, c'est là où il avait plein de maisons, etc. Enfin, clairement, il aimait cet endroit et il voulait tout simplement effacer la dette des Bahamas avec l'argent des clients. Donc c'était vraiment un fou furieux. Et on a aussi les révélations, mais ça on le savait déjà, de tous les paiements qu'il a fait aux membres de partis démocrates, voilà, à des politiques, afin qu'ils soient favorables à lui et son échange. Donc on espère évidemment qu'il prendra très cher, je pense que c'est quasiment certain, plus de 30 ans. On rappelle que Bernard Madoff a pris 150 ans de prison. Ensuite, on a Visa qui investit 100 millions de dollars dans l'IA générative. Bon, 100 millions, c'est beaucoup pour nous. C'est pas énorme, énorme. Ça reste quand même une vraie somme, mais c'est pas non plus énorme, on va dire, pour des très grosses entreprises, même si on sait qu'OpenAI a commencé avec 100 millions de dollars. Il me semble que c'est Elon Musk qui a mis 100 millions de dollars dans une levée de fonds qui était quand même un peu plus haute que ça. Mais voilà, donc l'IA générative, en gros, c'est ChatGPT. C'est l'IA, vous allez lui donner un input, il va vous donner simplement des textes en output, ou peut-être des images, il me semble. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment la poule aux yeux d'or et tout le monde veut une part du gâteau, quoi.
Donc Visa en fait partie. La création de cette technologie va bientôt non seulement remodeler notre façon de vivre et de travailler, mais elle va également modifier le commerce de manière significative, d'une manière que nous devons comprendre. Alors c'est sûr que dans quelques années, hein, je pense que même pas besoin d'aller dans les décennies, dans quelques années, l'IA va absolument tout changer, à la manière d'Internet, je pense. Et on a aussi, il y avait une déclaration, il faut que je la retrouve, du fondateur d'OpenAI, qui disait que comparer l'intelligence artificielle à la performance d'un humain moyen, par exemple, c'était absolument insultant pour l'intelligence artificielle. Donc il disait en gros, dans quelques années, il y aura vraiment plus besoin d'humains dans beaucoup de domaines, et l'IA fera 15 fois mieux le travail, et c'est une très bonne chose. C'est une vision assez horrible, on va dire, pour tous les travailleurs qui font leur travail aujourd'hui. Et ce mec, c'est quelqu'un qui... le fondateur d'OpenAI, je parle. C'est quelqu'un qui n'inspire pas confiance, et c'est pour ça qu'il faut, je pense, investir et donner de la force dans les intelligences artificielles telles que Tao, qui sont absolument décentralisées. Et je pense que c'est comme l'Internet. Il y a eu un débat sur Twitter, je sais pas si vous y avez vu, où c'était un des créateurs de la norme Internet qui avait riposte un tweet de un Tao maximaliste en disant que c'est vrai, et le tweet consistait à dire que consistait à comparer l'intelligence artificielle avec Internet. Imaginez si en 2000 Internet avait été centralisé, si ça avait été un GAFAM qui avait créé Internet et qui avait mis la mainmise dessus sur une révolution aussi grande que celle qu'est Internet. Bah évidemment, ça aurait amené que de très mauvaises choses. Aujourd'hui, Internet n'appartient, on va dire, à personne, pas une entité centralisée. Et il faut absolument que l'intelligence artificielle, qui, à mon sens, et au sens de pas mal de monde, est aussi grand que la révolution d'Internet, ne soit pas que dans les mains d'une seule entité, quoi. Et un des créateurs qui travaille aujourd'hui chez Facebook, qui a un énorme poste, qui est un Français, était absolument d'accord. Et sur Twitter, ça a lancé beaucoup de débats en disant que... attendez, je vais vous montrer le graphique, comme ça vous savez de quoi on parle. C'est Tao. Ça a lancé pas mal de débats sur Twitter en disant que, évidemment, enfin, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait une intelligence artificielle décentralisée. Et au final, beaucoup de monde parlait du projet Tao sans le connaître. Et ça me renforce dans mon investissement. C'est que beaucoup de monde a besoin de Tao, a envie de Tao, Bitensor, mais ne connaît pas Bitensor. Et ben, quand ils vont le connaître, tout simplement, ça va évidemment mieux marcher. Ça va accélérer la demande à la hausse. Et forcément, ça va booster le prix à la hausse pour nous en tant qu'investisseurs, parce qu'on est là pour les idéologies. Oui, tout ça c'est bien, mais on est là surtout pour se faire de l'argent. On veut acheter moins cher et revendre plus cher. Et Tao 50$, hein, c'est les mêmes prix. Moi, j'avais commencé à accumuler ici. Vraiment ici, 55, 50$. Après, j'ai pris beaucoup ici à 60$. Donc mon premier moyen, on va dire qu'il est à 55. Et je trouve que c'est des prix vraiment très bas. Et quand tout le monde sera au courant de ce qu'est Tao, un peu à la manière du Bitcoin. Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto qui l'a créé, mais beaucoup de monde, je pense dans les années 2010, etc., aurait pu comprendre l'utilité de cette chose, sauf que juste personne n'était au courant, et déjà aujourd'hui, très peu de monde est au courant de l'utilité de Bitcoin. Et je l'ai vu grâce au débat sur Twitter avec, j'imagine que vous avez vu aussi le doctorant, El Famoso, je ne sais plus, Pierre Jacquet, il me semble, Jacquet quelque chose. Et quand on va voir dans les commentaires, on se rend vraiment compte que les humains normaux, on va dire, ne sont vraiment pas au courant des crypto-monnaies, de tout ce que ça change, etc. Et ça nous confirme dans le fait que nous sommes early. Donc pour Tao Bin Sensor, nous sommes encore bien plus qu'early. Si vous voyez la courbe de l'adoption, il y a les early adopters. C'est là où nous sommes pour les crypto-monnaies. Peut-être que je peux vous la trouver. Euh, voilà, c'est celle-là. Donc on est à la fin des early adopters pour les crypto-monnaies, on est ici. Donc je pense qu'au prochain boulevard, on atteindra les... Ouais, on sera un relou. Bon, vous avez compris l'image, quoi. Je pense que vous voyez de laquelle je parle. On sera vers là. Et surtout, Bitensor, on est vraiment au tout début, hein. On est les innovateurs, etc. Donc c'est là où il y a les plus gros gains, évidemment, et ça, il y a le plus gros risque. Mais si on fait bien ses recherches, je pense pas que ce soit si risqué que ça. Donc voilà, pour Visa, pour les intelligences artificielles, pour Tao. Dernière news assez intéressante, je trouve plutôt bizarre, c'est le constructeur Honda qui a annoncé qu'il acceptait maintenant les paiements crypto-monnaies pour tous ses produits, ce qui n'est que une nouvelle, hein. Bull Run, ça nous aurait fait prendre quelques pourcents, je pense, sur tout le marché. Mais le truc bizarre, c'est qu'ils acceptent beaucoup de crypto-monnaies, dont Shiba Inu,
Bon, Ripple, ok, même si c'est pas vraiment le but. PP, Dogecoin, bon. En fait, je pense qu'ils ont voulu prendre plein de crypto-monnaies pour faire un peu du buzz, etc. et tout accepter, mais ça me semble bizarre de Shiba Inu. Dogecoin, je peux après comprendre parce que c'est la crypto d'Elon Musk, peut-être qu'Elon Musk va l'accepter à Twitter, etc. Mais bon, Shiba Inu, PP, bon. Et donc il y a une énorme liste de crypto-monnaies qu'ils acceptent, voilà, il est ici. Voilà, ils acceptent tout ça. Donc c'est plein de crypto-monnaies, donc certaines que je ne connais pas. Je comprends pas pourquoi. Plutôt que d'accepter, on va dire, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, si tu veux. Mais là, ils en ont pris tout un sac de crypto pour tous accepter. Mais bon, soit ça reste une preuve de l'adoption. Et quand les grandes entreprises commencent à accepter le crypto-monnaie, forcément, ça fait un peu de bruit et c'est toujours positif. Ça, je regardais perso. Maintenant, on va faire un tour sur les graphiques. Au niveau des graphiques, on va dézoomer, on va prendre la macro. La macro, quand on dit la macro, on regarde le dollar. Le dollar qui a arrêté sa tendance baissière en faisant un haut plus haut que le précédent. Donc le haut plus haut que le précédent, comment on fait pour voir ça? Donc c'est la théorie de dos. La théorie de dos dit que pour savoir si on a une tendance haussière, il faut qu'on fasse des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, c'est une tendance haussière, parce que vous voyez, voilà, mes hauts sont de plus en plus hauts, mes bas sont de plus en plus hauts. Voilà, tendance haussière. Tendance baissière, bah évidemment, c'est juste l'inverse. Et ici, donc là, comment on sait dans quelle tendance? Déjà, en vrai, ça, on peut le voir, ça fait une sorte de W. Ici, notre plus bas, le plus bas, c'est celui-là. Et le plus haut de ce plus bas qui a été confirmé, et ouais, on va dire c'est celui-là ou celui-là. A, B, C. On va dire celui-là. Et ici, en faisant un haut plus haut, on va prendre celui-là. En faisant un haut plus haut que le haut précédent, on est en train de casser la tendance baissière dans laquelle on était. Et là, carrément, on s'arrête pas. Et plus on fait un haut plus l'ancien, plus c'est puissant. Et là, on revient à des niveaux où même moi, j'ai pas tracé mes résistances. On revient à des niveaux de novembre 2022, c'était un an, c'était pendant le crash de FTX, dites-vous. Donc c'était il y a longtemps. Donc le dollar prend énormément de valeur. Et évidemment, c'est inversement corrélé au marché financier de manière générale. Donc marché action, c'est pour ça que le marché action souffre. Vous voyez, moins 2%, moins 1%, moins 1%, c'est gros hein, sur les marchés financiers, surtout en daily. Et également sur, évidemment, le marché des cryptos. Donc là, et surtout, on a breakout, on vient de pullback sur ce support, et ensuite repartir à la hausse. Bon, après, la chose qui peut nous réconforter, c'est que le RSI est en surchauffe. Mais quand on regarde en weekly, vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est bien, voilà, j'avais pas vu, c'est que le RSI, vraiment, voilà, là, il est en surchauffe. Il a 70 en weekly. C'est là où il est important, il est important de le regarder en weekly, le RSI. 70, c'est un actif qui est en surchauffe. Hein, donc ça va se retourner. Après, il faut vraiment que ça... faut que maintenant qu'on repasse dans une tendance baissière, quoi. Mais là, on est sur une, deux... Enfin bref, je sais pas, on est sur 10 semaines consécutives dans le vert, c'est énorme. Le Dixie est surpuissant en ce moment. Donc tant qu'il y a un Dixie surpuissant, on peut pas avoir... C'est pas un environnement favorable pour les cryptos. Tant que le Dixie est aussi haut, on n'ira pas vers les 32 000, c'est une certitude. Il faut que le Dixie redescende. Après, la bonne chose, c'est que ça nous laisse du mou. Peut-être on va avoir un ou deux mois un peu compliqués, peut-être, mais ici vous voyez, donc là c'était un an, et ici on avait une énorme descente du Dixie, sauf que le Bitcoin dans ces moments-là n'a pas pump, pardon, parce que c'était tout simplement la période d'FTX. Donc le Dixie chutait, perdait de la valeur, et personne n'allait sur le Bitcoin parce que c'était FTX et il y avait trop d'incertitudes. Donc voilà. Sauf que maintenant qu'il n'y a plus de FTX, il n'y a plus de Black Swan comme il y a eu l'année dernière, si le Dixie refait comme il y a un an, hop, et revient chercher ce bas du range et ce support qui est les 100 ponts, et ben là je pense qu'on va voir, parce que toute cette traversée là, je pense que ça va amener un Bitcoin à 34-35 000 $. J'allais dire plutôt facilement, bon à voir mais quand même plutôt facilement, parce que il n'y a pas eu d'FTX, tout simplement là le marché il est neutre, il n'y a pas eu de très mauvaises nouvelles, donc si le Dixie rechute autant, je pense que le Bitcoin saura cette fois-ci en profiter, alors que rappelez-vous l'année dernière, pour ceux qui étaient là, le Bitcoin et tous les crypto-monnaies étaient absolument décorrélés des marchés financiers. Quand tous les S&P 500 et tous les indices boursiers pumpaient et le DXY chutait beaucoup, le Bitcoin lui ne bougeait pas, il n'avait absolument aucune volatilité. Je pense que cette période était finie et ce ne sera plus le cas aujourd'hui. Voilà sur le dollar, on va voir. Maintenant sur le Bitcoin, bah voilà, on a le dollar à pump. Franchement, le Bitcoin tient plutôt bien. Hein. Et ça, c'est ce qu'on avait dit durant nos dernières vidéos.
qui a aucune vue malheureusement il me semble. Mais c'est voilà, on était ici, on est venu se faire rejeter tout simplement sur la résistance. Je pensais quand même qu'on allait plus liquider les shorts, à venir faire une petite mèche carrément au-dessus. Voilà, l'objectif c'était de liquider les shorts, de faire une mèche bien dégueulasse, et ensuite revisiter en dessous le bas du range pour aller au support. C'est ce qu'on est en train de faire. Le Dixie Pump, voilà, on va juste simplement re-range, on a breakout sur ce train baissier, voilà, on va juste simplement faire comme ça. On peut essayer de le trade, attention c'est dangereux, mais voilà, en attendant que le Dixie prenne une décision, et je pense les annonces macroéconomiques. Rien de plus à dire. Sur l'Ether, on voit qu'il a moins bien tenu que le Bitcoin. L'Ether est en retard, hein, je pense, par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, vous voyez qu'il est revenu en milieu de range, vers ici, et lui, l'Ether, il est déjà en bas de son range. Donc bon, après, tant qu'il se fait supporter, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Rien de bien particulier. Tao, on l'a vu, s'est fait rejeter par cette résistance. Les targets, voilà, les 50, c'est quand même un support psychologique, et je pense pas qu'on aille en dessous des 45, moi. Peut-être qu'on peut aller refaire une petite touche au niveau des 45, mais je pense pas que ce soit un support qu'on aille breaker, tout simplement. Ensuite, Veracity, moi c'est ma pépite, c'est devenu, grâce à ce pump là, ma plus grosse ligne sur mon portefeuille. C'est une crypto où je le dis, j'ai pas peur, hein. Je pense qu'il peut faire largement x100 au prochain bull run, et moi j'ai misé beaucoup puisque c'est ma plus grosse ligne. C'est un projet en or. Là, ils ont réglé leur seul petit détail, même moi ça m'allait, mais c'est le petit détail qui était un peu compliqué, c'était leur tokenomics, là ils ont tout réglé. Ils ont écouté la communauté, et évidemment on l'a vu, ils l'ont fait également au bon moment, parce qu'ils l'ont fait à la fin de cette compression de la volatilité. Donc là, il y a eu, on va dire, l'analyse technique qui annonçait un pump, plus la nouvelle. Donc là, on a un milieu de range. La target, c'est ici, et je pense clairement qu'on va y aller, hein. Et des niveaux actuels jusqu'à là-bas, c'est quand même un plus 50%. Donc c'est la target du triangle descendant qu'on avait, et je pense qu'on va y aller. En février, on était là. On s'est cassé les doigts sur cette résistance. Je pense quand même qu'on va se casser les doigts sur cette résistance, elle me semble un peu trop forte. Voyons en weekly ce qu'elle donne. Mais si en février on n'a pas réussi à la casser, là, ça peut me sembler compliqué de la casser maintenant. Il y a une grosse résistance, hein. Là c'était vraiment, on va dire, au-dessus c'est les périodes d'euphorie de bullrun, et en dessous on va dire c'est les périodes normales, donc... Ah non, c'est encore une autre. Après il y a tellement de mou. C'est vraiment une crypto en or qui peut vraiment changer un bullrun, je pense. Donc voilà, on a pump énormément. En gros, la tokenomics c'était quoi? Je vais faire une vidéo complète dessus parce que c'est un projet que j'adore. Mais pour vous la faire en vite fait, en circulating supply, il était censé y avoir 20 milliards de tokens, les 10 milliards vraiment en circulating supply et 10 milliards de war chest. C'est-à-dire que c'était un fonds que l'entreprise avait pour des acquisitions ou pour développer le business, etc., qui était bloqué, donc 50% de la supply. Sauf que en 2023, ils ont lancé tous leurs produits, etc., et ils gagnent de l'argent, c'est devenu une entreprise profitable, Veracity. C'est pas un projet crypto dans le vent, c'est d'abord une entreprise qui utilise la crypto. Ils sont profitables. Et du coup, en fait, ils ont plus besoin de cet argent-là pour acquérir, développer le business, etc. Parce que maintenant, ils sont en cash flow positif. Donc, dès qu'ils ont besoin d'acquisition, ils vont tout simplement économiser et prendre sur les profits qu'ils font tous les mois grâce à leur produit qui est VeraViews. Donc ça, ils l'ont déjà burn. J'ai la transaction sur Etherscan. Ils ont burn 10 milliards, tout simplement. Donc c'est un burn énorme. Déjà, ils font des burns 4 fois par an. C'est des gros burns. Et là, ils ont tout simplement burn 50% de la circulating supply. C'est une énorme nouvelle. Et je pense que le prix ne reflète pas le poids de la nouvelle. De 1 et de 2, ils ont annoncé changer toutes, parce qu'ils ont aussi 90 autres milliards de tokens, alors que je rappelle qu'il n'y en a que 10 milliards en circulation. Dans nous, hein, les investisseurs, 90 milliards d'autres qui n'étaient pas censés être en circulating supply, qui ne le seront jamais, mais sur CoinMarketCap c'était affiché. Et en gros, ça sert à quoi? Ça sert simplement à faire fonctionner la blockchain, et ça sert à faire fonctionner leur business. Donc ils en ont besoin pour faire tourner la blockchain en gros. Et ça faisait peur aux nouveaux investisseurs qui faisaient pas assez bien leurs recherches. Et sur CoinMarketCap, on voyait qu'il y avait que 10 milliards d'émis sur 110 milliards. Donc évidemment, ça faisait peur. Et ils en ont burn 10 milliards. Et les 90 autres milliards, ils vont les mettre sur une autre blockchain avec un nouveau nom, etc. Ça sera complètement différent. Et sera tout simplement à côté de la circulating supply de Veracity. Donc en gros, deux excellentes nouvelles. Et là, il n'y aura plus aucun red flag, même si pour moi, c'était pas des red flags. Il suffisait de faire ses recherches pour le voir. En gros, voilà, tout ira bien maintenant pour ce projet. Et j'avais une autre crypto à vouloir faire passer quand j'ai regardé ce matin, c'est CKB.
CKB, on voit qu'il est sur un range interminable, hein, sur un support interminable depuis très longtemps. Voilà, on était un peu en dessous, mais voilà. Et ça nous supporte, ça nous supporte, ça nous supporte. Alors plus un support se fait tester, plus il devient fragile, parce que tous ceux qui ont acheté là, eh ben, ils ont plus de vue pour acheter tout après, voilà. Donc là, ça supporte, ça supporte, ça supporte. J'ai vraiment peur, je pense que je vais alléger ma ligne, parce que j'ai peur de faire ça. Le support, il est très puissant, mais ça fait beaucoup de fois qu'on lui demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, là on est on est en bas du range. Si une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin, etc., un moins 4, moins 5%, je pense que c'est sûr que ce support va break out. Donc je pense que dans les jours à venir, je vais peut-être alléger un petit peu ma ligne, même si c'est un projet dans lequel je crois. C'est de l'interopérabilité à la Atom, à la Polkadot, mais en proof of work. Voilà. Et il y a eu le halving qui est arrivé, il me semble, il y a un mois. Donc voilà pour le tour des news et pour les actualités sur les graphiques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.